Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Bonne rupture de gêne à toutes et à tous. 3 mois de prison prononcés avec sursis pour le président du FRDDR, Amadou Djibo Dimax. C'est la substance du délibéré du procès ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le reportage de Balima Bourema et Abdelaziz Jibrila. L'affluence n'a pas affaibli depuis les premiers jours du procès intenté contre Amadou Djibo Dimax. Ils étaient nombreux, parents, amis et militants des partis politiques, membres du FRDDR, à faire le déplacement du palais de justice de Niamey pour entendre le verdict. Au finish, le juge a condamné l'opposant à 3 mois de prison avec sursis. Même si le juge n'a pas suivi les réquisitoires du procureur qui demandait 6 mois de prison ferme, Maître Souley, un des avocats, estime que c'est un procès politique. Donc nous estimons que c'est une façon, je dirais, de faire un raccourci, plus ou moins donner satisfaction à ceux qui ont mis Max en prison, tout en sachant manifestement par cette décision, n'est-ce pas, que l'infraction n'est pas assise. C'est manifestement pour faire arrêter, pour empêcher à Max Djibo Ali de faire encore une autre manifestation sous peine de tomber sur le coup de la récidive. C'est ça l'objectif, c'est le faire taire, ou en tout cas faire taire les gens qui représentent ou les partis qui représentent. Tout comme je suis en train de se faire au niveau des gens de la société civile. Je pense que la décision de continuer ce qu'il a fait du Abbasien. Amadou Djibo, qui a été condamné pour proposition faite en vue de renverser un régime constitutionnel, entend faire appel de la décision de justice selon Maître Souley. Nous, en ce qui nous concerne, le combat judiciaire, nous le faisons sur le temps du droit. Et Inch'Allah, il nous semble que cette décision n'est pas intégrée par la Cour d'appel. Parce que c'est igual le nom de la justice que le droit sera rétabli, que la règle de droit soit appliquée par des gens qui jugent de façon collégiale, puisqu'ici nous avons été jugés par un juge unique. Amadou Djibo doit quitter la maison d'arrêt de Niamey, où il est incarcéré depuis le 15 mai dernier. Le président du FRDDR avait tenu des propos que le pouvoir estime comme une proposition en vue de renverser le régime lors de la célébration de l'anniversaire du modèle F. Lumana en début mai dernier. Amadou Djibo laisse en prison notre collègue Baba Alpha qui entame son 67e jour de détention. Camarades journalistes, bonsoir et merci. Je profite de vos antennes pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir montré ce jour où je suis à nouveau parmi vous. Je remercie tous les bons croyants du Niger qui n'ont cessé de prier pour moi, de Terra à Bilma, de Darlit à Gaïa, pendant les séjours où j'étais tantôt à la PJ, tantôt à la prison, à la maison d'arrêt de Niamey. Je remercie donc Dieu, je remercie tous ces brillants avocats que vous avez vus, qui n'ont pas ménagé leur effort pour démontrer la vérité face au monde. Je remercie tous les camarades de lutte que vous êtes, qui sont autour de moi, qui n'ont cessé aussi de ménager leur effort pour qu'en fait la vérité éclate. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez vous-même vu que dans les différentes plaidoiries, la vérité était toute apparente et non pas cachée. Je suis vraiment, suite aux décisions de condamnation que vous avez vous-même vues, ceci veut dire qu'on veut museler la démocratie. En me condamnant à 3 mois de sursis, cela voudrait dire que je suis condamné au silence pendant 3 mois. Mais c'est vraiment difficile de condamner quelqu'un comme moi et de le réduire au silence. C'est clair que la lutte ne fait que commencer. Le FRDDR veut dire Front pour la restauration de la démocratie et la restauration de la République, de la défense de la République. Donc, il ne saurait être question que la lutte s'arrête aujourd'hui.
elle ne fait que commencer. Ils viennent juste de tirer le point de départ de la lutte. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, Mali, Niger et le Tchad était en visite ce matin sur le chantier de construction de la digue de protection de Goudel et de la station de traitement de boue de Koubia. Elle est accompagnée dans cette visite par les responsables du programme de gestion des risques et catastrophes et du développement urbain, Youssouf Haïdra et Mohamed Djouri. C'est en compagnie des responsables du programme de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, PGRCDI, que Mme Soukaina Kane, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, Mali, Niger et le Tchad, est arrivée sur le chantier de construction de la digue de protection de Goudel. Un projet du PGRCDI long d'une distance de 4 km sur lequel la directrice des opérations a été édifiée par les responsables du PGRCDI. Comme vous l'avez vu, le chantier avance normalement. Nous sommes au dernier stade des travaux qui consistent au revêtement des talus amont et avant de la digue et à la finition des ouvrages de prise que nous avons visités. Donc voilà un peu l'objet de notre visite aujourd'hui sur les digues de protection de la ville de Niamey. Au terme de cette visite, Mme Soukaina Kane dit être satisfaite de l'avancement des travaux. Il ressort de ces rapports que les travaux avancent conformément aux critères de qualité et dans les délais, je pense, qui ont été impartis. Donc nous attendons évidemment l'évaluation finale, mais pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai vu, je pense que les travaux sont conformes aux attentes des équipes techniques. L'objectif de la visite, c'est de venir avec les équipes et nous enquérir de l'avancée des travaux de ce projet qui est très important pour le gouvernement du Niger, et que nous soutenons. C'est le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Très important que les populations qui vivent ici soient protégées de ces inondations. Et aussi et surtout qu'elles puissent vaquer à leurs occupations, des occupations de pastoralisme ou d'agriculture qui sont leurs moyens de subsistance. La délégation du PGRCDI et celle de la directrice des opérations de la banque se sont par la suite déportées sur la station de traitement de boue de vidange de Koubia, un centre qui prendra en charge le traitement des eaux usées de la ville au fin d'une réutilisation dans les domaines tels que l'agriculture au grand bénéfice de la population de la ville de Niamey. Le complexe GMK a servi de cadre ce matin de l'atelier de validation du rapport d'études et de l'avant-projet de loi portant création du Fonds national climat au Niger. C'est le directeur de cabinet du ministère en charge de l'environnement et du développement durable qui a procédé à l'ouverture de cet atelier. Le compte rendu de Aminata Yayamaga et Rabilabo. L'atelier de validation du rapport d'études et de l'avant-projet de loi portant création du Fonds national climat au Niger, tenu ce jour, intervient à un moment où le Niger se doit de réagir rapidement afin de trouver des solutions contre les effets néfastes liés au changement climatique. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif d'amender et de valider le rapport d'études et la mise à jour de la cartographie des acteurs, amender et valider la loi portant création du Fonds climat au Niger, son ancrage institutionnel et les mécanismes de son fonctionnement. Déterminer la suite à donner après validation de l'avant-projet de loi afin de son adoption définitive. Transmettre officiellement l'avant-projet de loi et le rapport d'études validé au ministère en charge de l'environnement. Je reste optimiste au vu de l'expertise et la diversité du profil des participants qu'à l'issue de nos travaux, sortiront un rapport d'études et un avant-projet de loi validé très riche, prenant en compte les aspirations de toutes les couches des populations nigériennes. La présentation du rapport ainsi que celle de l'avant-projet de loi portant création du Fonds national climat constitueront les 2 points essentiels sur lesquels porteront les travaux de cet atelier. Une activité qui a bénéficié de l'appui financier de CARE International. Vous conviendrez avec nous de la nécessité d'une démarche concertée et une approche multidisciplinaire pour aborder les questions de changement climatique du fait de leur complexité. La lutte contre les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques nécessite des contributions financières très importantes. Pour cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable se fera le devoir de vous marquer son engagement à porter la proposition de texte de loi
initiée par la plateforme relativement à la création et l'opéralisation du Fonds national climat à l'instar des autres pays de la sous-région. L'économie nigérienne relève essentiellement du secteur rural. Cependant, les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres à vocation agricole, les perturbations des régimes pluviométriques, entre autres, provoquent des lourdes conséquences sur le développement socio-économique du pays. À ce titre, il est impératif d'élaborer une étude sur la mise en place d'un mécanisme de financement innovant des actions de lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique. Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable n'a pas manqué d'affirmer l'engagement de son département ministériel. Une partie des bureaux exécutifs des syndicats membres de la FUSEN ont retiré leur confiance au coordinateur de la FUSEN, Issoufou Arzika. C'était au cours d'une déclaration rendue publique. Le compte rendu dans ce reportage. C'est l'une des décisions la plus importante et responsable des bureaux des syndicats membres de la FUSEN depuis la création de la fédération. Le retrait de leur confiance au coordinateur de la FUSEN, Issoufou Arzika, et c'est là pour plusieurs motifs selon les signataires de la présente déclaration. Nous constatons un dysfonctionnement depuis le 24 avril 2017 avec le retrait d'une partie de la FUSEN lors d'une réunion de la synergie. Nous, syndicats signataires de la présente déclaration, constatons la dérive autoritaire et l'attitude divisionniste du coordinateur de la FUSEN, le camarade Issoufou Arzika, et par conséquent, lui retirons notre confiance. Les syndicats membres de la FUSEN se sont également penchés sur l'échec des négociations entre le gouvernement et la synergie Cause Niger-Sinaseb. À propos des négociations, on peut se réjouir de l'implication personnelle du Premier ministre chef du gouvernement et l'accompagnement de l'ITN tout au long du dit processus. Toutefois, nous dénonçons avec la dernière énergie le désengagement de l'État vis-à-vis des secteurs sociaux de base, dont le secteur éducatif, et ce au nom d'une politique désastreuse imposée à notre pays par les institutions financières internationales. D'ailleurs, la synergie ne comprend pas le recul du gouvernement sur les propositions du 18 mai 2017. En effet, le manque de courage politique des autorités de la 7e République de pouvoir s'émanciper du joug instauré par le capitalisme international et leur mépris vis-à-vis du secteur éducatif constituent sans nul doute les raisons profondes de l'échec de ces négociations, et ce, malgré la volonté maintes fois affichée des syndicats de consentir d'énormes sacrifices en vue de sortir notre école de l'ornière. C'est le lieu d'affirmer haut et fort que les enseignants n'accepteront jamais d'être les seuls à payer le prix d'une gestion catastrophique de l'État et d'une politique aveugle d'inféodation de notre pays aux institutions financières internationales. Pour cela, nous appelons nos militants à une mobilisation conséquente, à s'unir comme un seul homme afin d'arracher des autorités de la 7e République le respect de la fonction enseignante. Par cette première sortie médiatique des syndicats membres de la FUSEN depuis le début de cette crise, les signataires de la présente déclaration mettent en garde leurs anciens camarades contre toute tentative de remise en cause des décisions prises par ces membres ainsi que de parler au nom de la FUSEN et réitèrent leur appartenance à la synergie Cause Niger-Sinaseb. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdoumoun de Niamey a rendu public hier après-midi une déclaration à son siège. Elle est relative à la situation de leurs revendications et exige du gouvernement la satisfaction de toutes ces revendications. Le comité exécutif de l'ONU n'est pas content du sort réservé à ses militants, tant au plan académique, social et national. D'abord au plan académique, le CE de l'ONU dénonce le comportement du gouvernement face à ces revendications et exige une solution rapide. Le comité exécutif de l'ONU constate avec indignation le non-paiement par l'ANAP des bourses des 2 trimestres, janvier, février, mars, avril, mai, juin, malgré les engagements pompeux du gouvernement inscrits dans le protocole d'accord du 20 avril passé d'éponger les arriérés de bourse dans un temps record. Le comité exécutif de l'ONU regrette que l'aide sociale qui est censée être donnée aux étudiants au plus tard fin juin soit aujourd'hui une préoccupation de la seconde zone
du gouvernement. Pour preuve, à l'heure où nous vous parlons, le conseil d'administration de l'ANAP ne s'est pas réuni pour traiter les dossiers de l'AS des nouveaux bacheliers, a fortiori désintéresser les bénéficiaires légitimes. Le comité exécutif de Lyonoun s'inquiète du sort réservé par le gouvernement à l'amphithéâtre 1000 places de la FAST en chantier depuis 2013, dont les travaux pour la énième fois sont aux arrêts. Cela dénote l'insouciance proclamée et l'indifférence affichée des autorités de la 7e République à l'endroit de l'enseignement supérieur, seul gage de tout développement socio-économique. Mais notre regret est encore plus dense, plus fort, quand on sait que ceux qui sont aux commandes de l'État aujourd'hui, hier, quand ils étaient sur les bancs de l'école, étaient les gâtés de la République. Au vu de tout ce qui précède, le comité exécutif de Lyonoun exige l'accélération dans les paiements de la bourse et de l'aide sociale. Le comité exécutif de Lyonoun informe l'opinion nationale et internationale du dépôt de sa plateforme revendicative auprès des partenaires et tient à ce que les différentes parties soient de bonne foi autour des négociations et au niveau de la mise en œuvre des engagements pris. Suite et fin au plan national, Lyonoun dénonce la militarisation du Niger par les forces étrangères. Le comité exécutif de Lyonoun est préoccupé de la vente aux enchères de notre indépendance et de notre souveraineté territoriale par les régimes de la 7e République, dont le jeu favori aujourd'hui est la convoitise et l'installation tous azimuts des bases militaires étrangères sur le sol nigérien. Or, l'indépendance appelle à la responsabilité. 60 ans après, la logique voudrait que notre sécurité physique à nous, que nous l'assumons nous-mêmes et non que nous la confions à l'impérialisme occidental dont la seule ambition est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdoumoun de Niamey condamne par ailleurs les attaques de Boko Haram et présente ses condoléances aux familles des victimes suite aux attaques de Boko Haram. Aussi, l'UNUN lance un appel à l'ensemble de ses militants à une mobilisation générale afin d'aboutir à ces justes et légitimes revendications. Cérémonie officielle de remise ce matin du manuel d'enseignement sur la connaissance du handicap et les stratégies de prise en compte des personnes handicapées. L'initiative émane de la faculté des lettres et sciences humaines avec le financement du CBM. Le département de sociologie et anthropologie, programme master conception gestion des politiques, programmes et projets de la faculté des lettres et sciences humaines dispose désormais d'un document de formation sur les connaissances du handicap et stratégies pour la prise en charge des personnes handicapées. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la qualité de la formation des étudiants en master du domaine. Compte tenu de l'importance de la qualité de l'éducation pour notre pays, nous sommes convaincus que ce manuel ne peut être qu'une bouffée d'oxygène que nous devons prendre avec le maximum de sérieux et à encourager. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous ne saurions poursuivre nos propos sans saluer l'existence d'une unité d'enseignement dans le cadre de ce master consacré à l'éducation spécialisée. Financé par le CBM, le présent manuel de formation par la présente cérémonie a été officiellement remis au doyen de la dite faculté qui a saisi l'occasion pour présenter son organe ainsi que de l'importance du document. Notre organisation CBM, Christian Blind Mission, est un organisme international dont le siège se trouve en Allemagne, vieille de plus de 100 ans et qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans les pays à ressources limitées. L'élaboration de ces manuels n'est pas fortuite. Il répond à un double intérêt. D'une part, il matérialise un axe de notre plan stratégique quinquennal 2015-2019 qui a prévu l'élaboration des modèles d'enseignement sur le handicap. Et d'autre part, répond à une sollicitation du département de sociologie et d'anthropologie pour l'acquisition d'un manuel sur le handicap et l'enseignement des enfants handicapés au bénéfice des étudiants du master conception
et gestion des politiques, programmes, projets d'éducation. À son retour en réceptionnant le document, le doyen de la faculté a félicité les initiateurs et les encourage à persévérer dans le même sens. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est inédite, car c'est pour la première fois qu'une université du Niger s'est engagée pour acquérir un manuel d'enseignement sur le handicap. Ce manuel intitulé « Manuel d'enseignement sur la connaissance du handicap et les stratégies de prise en charge des personnes handicapées » est le fruit d'un long processus qui a été déclenché en 2015 suite à l'ouverture d'un master professionnel par le département de sociologie et d'anthropologie, en l'occurrence le master en conception et gestion des politiques, programmes et projets d'éducation. Ce manuel de formation ainsi réceptionné permettra aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur les connaissances et techniques du handicap et stratégies pour la prise en charge des personnes handicapées. Au cours de cette cérémonie, les étudiants ont également eu droit à une présentation sur le document, des poèmes ainsi que des sketchs de sensibilisation. Le regroupement des ONG et associations du secteur de santé au Niger a toujours un renforcement des capacités des acteurs et leurs partenaires sur la promotion de la vaccination. Ce matin, plusieurs formateurs sont en formation régionale sur les techniques de communication et de plaidoyer en faveur de la vaccination. C'était au cours d'un atelier de 2 jours organisé par la dite structure et ses partenaires Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger poursuit sa campagne de renforcement du système de santé et de promotion de la vaccination. Après la journée parlementaire et l'atelier de plaidoyer ce mardi 6 juin 2017, ils sont une vingtaine de formateurs à bénéficier de cette formation des formateurs régionaux sur les techniques de communication et de plaidoyer en faveur de la vaccination. L'objectif visé par le roi Saint à travers cette formation est de doter les ONG et associations de compétences et d'expertise afin qu'ils puissent s'impliquer davantage dans la promotion de la vaccination au Niger. Nous pensons que nous aussi, nous pouvons être en tout cas sur le front en amenant notre contribution pour éviter en tout cas certaines maladies qui sont évitables et malheureusement qui sont mortelles. Vous savez, les épidémies de méningite, de rougeole, il y en a tellement au Niger. Et nous pensons qu'au niveau du Roi-Saint, nous avons pris cette initiative pour dire que nous aussi, nous allons nous organiser davantage pour contribuer en tout cas à la lutte contre la maladie en faisant des activités intégrées de promotion de la lutte contre la maladie, en faisant aussi de la promotion de la vaccination au niveau communautaire. C'est pour ça, ce matin, nous sommes là. Nous allons pendant 2 jours avoir des compétences, d'expertise pour pouvoir voir comment nous allons nous organiser, comment nous allons nous impliquer aux côtés du ministère de la Santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination sauve chaque année 2,5 millions d'enfants dans le monde grâce aux efforts des gouvernements et leurs partenaires. Cependant, à en croire le représentant du ministère de la Santé publique, la vaccination ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite, tant au plan international que national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, c'est plus de 30 millions d'enfants qui ne sont pas vaccinés dans le monde en développement, et parmi eux, 11 millions meurent de maladies infectieuses qui sont pourtant évitables. Au Niger, selon les données administratives collectées par la direction des immunisations, plus de 80% des districts sanitaires ont dépassé les 80% de couverture vaccinale pour le Penta 3 en 2016. Cependant, ces chiffres cachent d'importantes disparités. Les études montrent que les enfants non vaccinés sont le plus souvent issus des catégories sociales les plus défavorisées dans les villages comme dans les campagnes. Les populations mobiles, celles des zones reculées et des zones en conflit, ainsi que certaines communautés religieuses. Du 6 au 7 juin 2017, donc, les participants venus des 8 régions du pays seront outillés sur les techniques de communication et de sensibilisation des populations, ainsi que les plaidoyers des leaders communautaires en faveur de la vaccination au Niger.
Les pèlerins du premier vol de l'agence Al-Manasik à bord de Turkish Airlines ont quitté hier aux environs de 2 h du matin en partance pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Ils sont au total à 100 pour le premier vol à prendre part à la grande Umrah de cette année. Soumana Karimoun et Ablaziz Jibril. Une année s'en va, une autre recommence. Ainsi va la vie, a-t-on coutume de dire. C'est devenu une tradition chaque année, en ce mois béni de Ramadan, aux géants du Hajj et la Umrah, Al-Manasik, d'organiser l'acheminement des pèlerins pour la grande Umrah en Terre Sainte. Cette tradition, par la grâce d'Allah, est d'actualité. Hier nuit, ce sont quelques 100 pèlerins à bord de Turkish Airlines qui ont quitté le tarmac de l'aéroport international Diori-Hamani de Niamey pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Le PDG d'Al-Manasik se réjouit du départ de ce premier vol. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à notre premier vol pour la Umrah Ramadan édition 2017. C'est vrai, cette année, on a prévu 6 vols pour acheminer nos pèlerins à la Mecque. Et comme vous l'avez constaté, ça c'est le premier vol, Inch'Allah. Et les vols vont se poursuivre jusqu'au 13 juin, Inch'Allah. On a 100 passagers par vol, comme c'est des petits avions qui prennent 100 et quelques places. Donc on a 100 places par vol jusqu'au 13 juin, Inch'Allah. Pour le moment, comme jusqu'à présent, les inscriptions se poursuivent chez nous jusqu'à présent, on n'a pas encore clôturé. Mais Inch'Allah, déjà on a dépassé les 600 inscrits. Cette année, on espère avoir dans les 1000, Inch'Allah. L'agence Al-Manasik a toujours organisé ses vols en pareilles circonstances. C'est le cas cette année encore avec Turkish Airlines, à en croire mademoiselle Falmata Taya, communicatrice à l'agence Al-Manasik. Cette année, Al-Manasik a prévu 6 vols, dont 5 vols avec Turkish Airlines et le 6e vol est un vol charter qui est convenu avec l'agence Maxair. Mais avant l'arrivée de Turkish Airlines et l'embarquement qui est intervenu vers 2h05 du matin, quelques pèlerins ont occupé le salon VIP d'Abdelaziz Idrissa, qui pour boire quelques jus de fruits, qui pour se désaltérer en repas de résistance et enfin qui pour boire de la simple eau minérale. Ce qui est sûr, ce salon est même conçu pour uniquement faciliter le repos et le départ aux pèlerins ou encore aux voyageurs en partance pour les différentes directions. A noter que pour cette grande Umrah, l'agence Al-Manasik a prévu 6 vols, les 5 par Turkish Airlines et un vol charter par Max Air le 11 juin prochain. Quant aux inscriptions pour le Hajj et la Umrah, elles continuent à l'agence Al-Manasik. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous.